Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Sériculture. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial consacré au Festival du Livre de Marseille. Cette manifestation, créée l'an passé au château de la Busine, s'est déroulée cette année en plein cœur de Marseille, au Parc Chano. Éric-Emmanuel Schmitt et Aurélie Vallogne en étaient les coprésidents, tandis que Jean-Michel Jarre était l'invité d'honneur. Au total, ce sont plus d'une soixantaine d'auteurs qui étaient présents ce week-end pour des dédicaces et des conférences pour le plus grand bonheur du public venu en nombre. Le Festival du Livre de Marseille était également l'occasion de remettre le prix Young Adult 2019 en partenariat avec le journal La Provence. Je vous laisse découvrir dans la vidéo qui en est le lauréat. Et je profite de cette vidéo pour féliciter et remercier les organisateurs du festival, Laurence Guglielmo et François David, pour m'avoir invité à couvrir cet événement, et je leur dis bien évidemment à l'année prochaine pour une 3e édition. Trêve de blabla, je vous laisse désormais découvrir le résumé en images des temps forts de la journée du samedi 7 décembre. Bonjour et merci à vous, merci à tous d'être là. Effectivement, c'est une très grande joie et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que François et Laurence, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on parle de ce projet, de ce salon, et je suis vraiment très fière de leur travail. Moi, ça fait presque 30 ans que j'écris. Je suis venu à Marseille plusieurs fois pour le théâtre. J'ai eu des pièces à la crier, mais jamais pour mes livres. Marseille, qui est quand même une ville énorme, n'offrait pas cette possibilité de rencontrer ses lecteurs, de permettre aussi aux lecteurs de se rencontrer, parce que l'intérêt d'un salon comme ça, c'est que la lecture, qui est un acte solitaire, finit par cesser de l'être, puisque les gens entre eux parlent de livres sans conseil, et c'est une chose extrêmement importante. Donc bravo pour cette manifestation, et je lui souhaite un grand succès. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être cet invité d'honneur pour cette 2e édition. Donc on se retrouve vite et passez le mot pour que ce festival grandisse année après année. Merci à tous. C'est vraiment très agréable d'être aujourd'hui sur ce Festival du Livre avec vous et de vous remettre ce prix, bien sûr, avec toutes nos félicitations. Merci beaucoup pour ce prix, je suis très heureux de le recevoir, d'autant plus que c'est en large mesure un prix de lecteur. Donc je suis très reconnaissant envers les jurys qui ont choisi ce roman, parmi d'autres qui étaient très bons aussi. Ils auraient tous mérité de recevoir le prix. Sa maison, il ne l'avait pas reconnue, rénovée elle aussi. Il avait continué. Manu était de la rue Bossingue, un immeuble sombre et humide, où sa mère, enceinte de lui, s'installa avec 2 de ses frères. José Manuel, son père, avait été fusillé par les franquistes. Émigrés, exilés, tous débarquaient un jour dans l'une de ces ruelles, les poches vides et le cœur plein d'espoir. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur de le limiter à sa trilogie marseillaise au demeurant excellente, mais disons que cette focalisation fait peut-être passer un peu à côté de ses autres romans comme Les Marins perdus ou Le Soleil des mourants et toutes ses poésies, et au-delà de ça même ses articles de journalistes engagés. Donc finalement, qui était Jean-Claude Izzo, vous qui l'avez bien connu? Un humaniste, mais encore. Il était resté un militant politique dans ses livres. Et moi je pensais que le militantisme d'un écrivain, c'était avant tout de choisir le mot juste. On regarde toujours le passé dans une fenêtre qu'on découpe dans le mur du présent.
On regarde le passé avec ses soucis du présent, avec son regard du présent. Donc, à différentes époques de sa vie, on ne va pas avoir les mêmes choses dans le passé. Effectivement, l'archéologue travaille sur le quotidien parce que le quotidien nous intéresse et que toutes les femmes et tous les hommes nous intéressent. Mais Michel Drucker et Jean-Michel Jarre intéressent un peu plus. Et il y a de quoi, et il y a de l'épaisseur derrière, donc c'est pas inintéressant. La raison pour laquelle je suis allé jouer dans des tas de pays qui n'étaient pas nécessairement considérés comme des pays où il fallait aller. À l'époque de la Chine, par exemple, juste après l'époque de Mao, dans certains pays comme récemment aussi en Arabie Saoudite. Et je pense que, je fais une petite parenthèse par rapport à ça en pensant à ma mère, à ce qu'elle me disait à l'époque, le fait que l'agenda des politiques et l'agenda des artistes n'est pas le même, que je pense que dans les pays où les gens n'ont pas les mêmes libertés que les nôtres, il ne faut pas leur appliquer double peine en les privant de culture, de musique, de peinture, de cinéma, de littérature. Parce que sinon, c'est d'une certaine manière collaborer à l'aliénation, à la radicalisation, et qu'il faut justement aller dans ces pays et utiliser la culture comme une forme de cheval de Troie pour justement tendre la main aux gens qui en ont souvent plus, qui ont besoin de rêves, qui ont besoin de culture encore plus que chez nous. Effectivement, ce sont des romans pleins d'optimisme, pleins d'humanité, de bienveillance aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on peut appeler feel good. C'est pas du tout du développement personnel. C'est à chacun d'aller cueillir ce qui peut être pertinent pour lui. Mais je suis jamais, en tous les cas, j'essaye de jamais être donneuse de leçons. C'est juste une façon de rire de la vie, même quand parfois c'est un peu plus compliqué. Si on écrit des romans sur les tueurs en série, on n'est pas forcément soi-même proche des tueurs en série. Donc il faut aussi se méfier avec ça, hein, voilà. Mais oui, j'avais moi besoin, à un moment donné, de parler de l'écriture, de parler de l'envers du décor, de parler de l'édition, de parler du cinéma, enfin tout ce qui est lié finalement à l'écriture de ce type de livre. Tout ce que le public ne sait pas vraiment, tout ce qu'il peut fantasmer, tout ce qu'il peut imaginer. Ça m'intéressait d'en livrer, enfin de lever un peu un coin du voile, et aussi de dire ce que ressentait un auteur. On parlait à l'instant de cette génération autour de Rochefort, des anciens du conservatoire. Lino, lui, c'est tout le contraire. Lino disait, je ne suis pas un acteur. Il y a un ami de papa qui a dit une chose très jolie un jour, il a dit, mais ton père, il est arrivé au cinéma, on se l'est pris dans la gueule et il est resté. Et c'est vrai, voilà, il est arrivé, il avait 35 ans, 34 ans, et il avait toute une vie derrière lui, il a commencé à travailler à l'âge de 7 ans, on n'avait pas grand-chose à lui apprendre sur la nature humaine. Il a vécu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et il a tout recraché dans ses rôles. Oui, si vous me permettez, je trouve que ce qu'il y avait chez Lino Ventura, qui ressortait, c'était une énorme et formidable humanité. Et je crois que c'est pour ça que les gens, encore aujourd'hui, s'en souviennent et l'aiment encore, et ils y sont attachés. Le one-man show, croyez-moi, seul sur scène, sans oreillette, sans prompteur, sans support, sans musique, sans musicien, sans partenaire, pour vous donner la réplique, c'est l'exercice le plus dur.